Un événement cet après-midi sous la coupole. Le philosophe Michel Serres va être reçu à l'Académie française au fauteuil d'Edgar Faure. Michel Serres a demandé que pour la première fois, les académiciens ne portent pas l'épée. Une démarche symbolique d'un homme que la guerre dérange. Écoutez ce que Michel Serres a dit à Dominique Laury sur les dégâts que fait la guerre actuelle et aussi sur les réflexions qu'il se fait à propos du genre humain. Nous avons en une nuit jeté 19 000 tonnes de bombes. Vous savez où? Vous ne savez pas où? Sur le paradis. Vous savez où c'était le paradis? L'Éden, c'était entre le Tigre et l'Euphrate. C'était juste au centre de l'Irak. Quel symbole extraordinaire! Nous avons bombardé le paradis perdu. Mais alors, est-ce qu'au nom de cette philosophie, de cette réflexion, fallait-il rester les bras croisés? Je ne sais pas, ça c'est une décision d'ordre politique. Et je ne sais pas dire, je ne sais pas répondre à cette question. Tout ce que je peux dire, c'est quel est le sens de ce que nous faisons maintenant. Un philosophe dit le sens. Et le sens, c'est de dire que les trois grands monothéismes sont aux prises comme ils furent aux prises depuis des milliers d'années. Ce n'est pas l'actualité. C'est ce qu'il y a de plus répétitif et de plus archaïque dans notre histoire qui se passe. Et le plus grave, en général, c'est les choses les plus archaïques. Or, nous sommes dans, non pas la modernité, mais la plus grande ancienneté de l'histoire. La langue réunit beaucoup les Français pour une raison très très simple. C'est que il y a quelques décennies encore, la France était une mosaïque de parler un peu différents. Les parler, je ne sais pas moi, picard, gascon, provençal, etc. Puis tout d'un coup, ça s'est unifié et que l'unité de la France passe justement par la langue. Voilà. La télévision passive, vous dites des choses affreuses sur la télévision. Vous dites par exemple, le temps qu'on a gagné en espérance de vie, on le perd dans la télévision. Oui, ça c'est une statistique très intéressante. Ouais. C'est-à-dire que, vous savez que l'espérance de vie a cru de façon verticale dans les 50 dernières années. Et nos compagnes ont 84 ans maintenant, alors qu'au siècle dernier, elles n'avaient que 40 ans d'espérance de vie. Donc c'est gigantesque. Mais ramené à la journée, ça fait, je crois, 2h35 ou 2h50 d'espérance de vie gagnée, et c'est le temps moyen passé à la télévision. Je vous ai même entendu dire, c'est le temps perdu à apprendre à devenir con. Hein. C'était votre formule, vous l'avez dit. Je l'ai peut-être dit, en effet. Nous sommes ouverts au monde grâce aux 5 sens. On dit qu'il y a 5 sens, le toucher, l'odorat, le goût, la vue et l'audition. En fait, il y en a 6, parce qu'il y a aussi le sens interne. Il faut fermer les yeux et avoir la sensation de son propre corps. C'est ce qu'on pourrait appeler le sens intime ou le sens interne. Et c'est par les 5 ou 6 sens qu'on a une ouverture vers le monde. Mais la question est souvent de savoir qu'est-ce qui arrive quand on est privé de ce sens-là. C'est-à-dire c'est le handicap. Et il y a 2 handicaps majeurs, bien connus, c'est manquer de vue ou manquer d'audition. Et dans ce cas-là, on dit que la personne est aveugle ou que la personne est sourde. Et souvent, depuis surtout que la télévision est à la mode ou que les illustrations sont fréquentes dans les livres et les journaux, on pense que l'image, c'est que ce qu'on voit, est très riche en informations. Et que le son ou le texte est moins riche en informations. C'est intéressant de discuter cette affaire-là du point de vue des handicaps. En effet, on a l'expérience que lorsque quelqu'un est aveugle, quoi qu'il soit privé de vue, quoi qu'il soit privé d'image, il est capable de performances extraordinaires du point de vue intellectuel. Le handicap de surdité est un peu plus lourd. C'est-à-dire, lorsqu'on est sourd, on a un peu plus de difficulté à arriver à ces performances-là. Et par conséquent, il n'est pas complètement sûr que l'image soit très riche et que le son soit très pauvre. C'est peut-être le contraire. Et c'est ça qui est intéressant à considérer, surtout depuis qu'on a des illustrations, par exemple, dans les livres scolaires, où il y a beaucoup d'illustrations et de moins en moins de textes. Il n'est pas complètement sûr que cette dynamique soit valable, utile et performante. Il est probable aussi que l'image soit plus pauvre qu'on ne le croit. My job is to become an ambassador of French culture. C'est vrai qu'il y a une grosse vertu aujourd'hui de la toile, d'Internet, c'est de pouvoir offrir une réactivité, par exemple, qui n'existait pas autrefois. Nous parlions du corps tout à l'heure. Parlons du corps, s'il vous plaît. Regardez quelqu'un qui conduit. Hein? Il a le corps
comme ça, en avant. Hein. Regardez celui qui est à côté, qui est transporté. Il a le corps en arrière. Regardez quelqu'un devant la télé. Regardez quelqu'un qui suit un cours. Regardez quelqu'un devant l'Internet. Il est en situation active. Son corps dit qu'il est en situation active. Alors que lorsqu'on lit, on est de façon... Devant la télé, en situation passive. Vous voyez ? Par conséquent, il y a là, du point de vue du corps, un nouveau geste, une nouvelle attitude. Vous voyez ? Chaque fois que vous aurez un média où le corps sera comme ça, c'est un média ringard. Quand vous regardez un média où les gens sont comme ça, c'est un média nouveau, c'est-à-dire un média actif. Vous voyez ? Moi, je suis pour que regarder le corps des gens qui écoutent ou qui travaillent. Et ça ne trompe jamais. Par conséquent, éteignez la télé, allumez votre ordinateur. Vous parlez des bonheurs qu'il y a sur Internet. Retrouver un vers de Virgile en ayant juste un ou deux mots. Oui, l'intérêt, c'est l'accès immédiat à l'information. Je n'ai pas dit à la connaissance, mais à l'information, avec simplement un clic. Lorsque j'ai été jeune, puis vous parlez de ma jeunesse, quand même le néolithique, comme je l'ai dit tout à l'heure, il fallait se déplacer, prendre le train, prendre une chambre d'hôtel, aller à la Bibliothèque nationale. Enfin, ça demandait une sorte de luxe extraordinaire de contraintes. Aujourd'hui, on n'a plus ces contraintes-là, on a accès directement à l'information. Lorsqu'on parle de l'école et d'une réforme de l'école, on oublie complètement qu'il y a, disons, 50, 60 ans et en deçà, l'école était, elle avait le monopole, ou quasi, de la transmission. De la transmission aussi bien de la morale civique que des mathématiques, que de l'histoire, etc. Aujourd'hui, il en est complètement différent. C'est-à-dire que entre les journaux, les revues, la radio, la télé et les réseaux sociaux, plus encore la publicité, nous sommes bombardés sans arrêt d'informations et par conséquent, l'école n'a plus le monopole de la transmission de l'information ou de la science. Je dirais volontiers que nous sommes dans une société pédagogique. Par conséquent, vous pouvez toujours réformer l'école, mais comme elle n'a que 10% d'efficacité dans cette affaire, ça ne sert à rien, à la désorganiser plutôt qu'à l'organiser. Moi, je crois profondément que la réforme, c'est en amont. Il faudrait changer complètement tous nos systèmes qui fabriquent cette société pédagogique. Voilà. Je crois que ces chiffres font rêver. Tout le monde dit que ça rêve. Ça ne me fait pas rêver du tout. Que ce soit 16 millions, 340 millions, je m'en fous totalement. Parce que je vis, tout simplement. Je suis professeur, j'ai donc un salaire relativement misérable. Mais j'en suis heureux, ça m'est égal. 350 millions, mais à quoi vous jouez ? Qu'est-ce qui vous fait bander dans cette affaire ? Rien du tout. C'est du vent. C'est du vent. Vous m'emmerdez avec tout ça. Moi, je suis pauvre, je suis fier de l'être. Jean-Christophe Maurice. Et je trouve que la pauvreté est une vertu et que la richesse à ce point est une sorte de parangon de tous les vices. Parce que, elle est immorale pour vous. Mais non, c'est pas immoral. Et c'est très simple. Qu'est-ce que c'est qu'un vice ? Hein, l'orgueil, l'avarice, la luxure, etc. Vous connaissez la liste. C'est simplement des acquisitions de chiffres. De plus en plus de femmes, de plus en plus à bouffer, de plus en plus à boire, de plus en plus à acquérir, etc. Toujours plus, etc. Et après ? C'est simplement un délire de la raison et la sagesse n'est pas là. Et si nous sommes philosophes, Alexandre, nous nous foutons parfaitement de cette affaire. Et il n'y a pas à discuter, je vous emmerde avec vos 40 millions. Jean-Christophe Maurice. C'est complètement absurde. Vous n'êtes pas sage, vous rêvez à des chiffres. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est de la merde. Je rebondis un peu sur ce que vous dites. Il y a quand même une nécessité de spécialisation aujourd'hui. Elle doit exister, celle-ci, non ? Oui, il y a une nécessité de spécialisation, mais il n'y a pas une nécessité de barbarie ou d'inculture. Aujourd'hui, la plupart de nos décideurs, il n'y a qu'à voir la laideur qui envahit les villes, jamais sans doute en France surtout, je crois, les décideurs n'ont été aussi incultes et barbares, il faut bien le dire. Alors, vous avez été en classe de philosophie, vous avez été en classe de français, vous avez été en classe de mathématiques, vous avez été en classe de physique, de chimie, de biologie, vous avez bien séparé ces domaines-là. Eh bien, j'ai passé toute ma vie à trouver que cette séparation-là, ou cette division-là était parfaitement absurde, et que la vraie culture, c'était la liaison entre ces choses-là. Et j'ai trouvé, grâce à ce procédé, ou à cette manière de parler, à cette manière de lire, une manière précisément de lire de la même manière
des biologistes, des littéraires ou des philosophes. Voilà. Alors la seconde manière de parler, c'est de dire que depuis le tiers instruit, ça fait déjà maintenant 30 ans que j'ai écrit ce livre-là, je suis très attaché à trouver des techniques d'analyse ou trouver des techniques de lecture qui rapprochent précisément ce qui est séparé. Et je peux même insister et frapper encore sur ce point parce que je trouve que l'université et les techniques universitaires, d'ailleurs pas seulement en France, mondialement, qui séparent, je ne sais pas, au moins deux populations, les populations scientifiques d'un côté et littéraires de l'autre, réussissent cet exploit extraordinaire de transformer la population en deux sous-ensembles, les instruits incultes et les cultivés ignorants. Ça, c'est un mot de droit romain, si vous voulez, hein, qui a bifurqué vers le sens en langue française. Mais le sens profond, c'est dérivé du verbe augeo, qui veut dire augmenter. Vous savez que l'anglais est souvent plus proche du latin que le français. Et auction, ça veut dire, vous savez, quand on vend quelque chose à l'encan, on augmente les enchères. Et le mot auction veut dire enchère en anglais, ça veut dire augmenter. C'est-à-dire chaque personne qui prend la parole augmente la somme désignée. Voilà vraiment le sens profond du mot autorité. C'est qu'il y a dessous quelque chose comme une augmentation. Et quelqu'un qui aurait autorité sur moi, c'est quelqu'un qui m'augmenterait. Ou, à l'inverse, si d'aventure j'avais autorité sur quelqu'un, je ne pourrais avoir autorité que si je l'augmentais. Et ainsi, on revient maintenant à l'auteur. Il n'y a de vrai auteur que celui qui vous augmente. Si vous lisez un livre ou regardez un film qui ne vous augmente pas, vous pouvez le jeter par la fenêtre, il ne vaut rien. Et il n'y a d'autorité que cette augmentation-là. Voilà. Alors, ce que ça me suggère, le mot autorité, c'est ça. C'est-à-dire, si une personne ou une œuvre a pour moi une fonction de cette valorisation, cette augmentation, alors oui, je m'incline devant lui, je lui trouve de l'autorité. Il n'y a jamais de temps perdu dans la vie. De toute chose, on peut tirer le maximum de bonté ou le maximum d'expérience. Oui, non, il n'y a pas de temps perdu, je ne crois pas. Il n'y a que du temps gagné. Il était devenu progressiste, Hergé ? Il avait été réactionnaire absolu. C'est difficile de dire réac ou progressiste. Ouais. Non, vous savez, quand vous regardez l'évolution des ethnologues, c'est-à-dire des sciences humaines concernant... ils ont tous commencé au musée des colonies, bien entendu. Et ils sont passés ensuite des musées des colonies à l'étude des cultures locales qui les a rendus anticolonialistes, vous voyez. Mais c'est le même mouvement que tous les ethnologues font du début du siècle au milieu du siècle. Hergé l'a fait, tout simplement. On a l'impression, toujours, Michel Serres, que vous n'aimez pas juger. Hein. Vous méfiez beaucoup des jugements. Je ne suis pas non, je ne suis pas juge. Non, c'est vrai. Non. Je préfère décrire, essayer d'être lucide sur les évolutions concrètes de ce qui se passe. Juger qui je suis pour pouvoir juger. Je ne suis pas un juge. Non. J'ai assez fait l'éloge des albums de Tintin et de leur auteur, Hergé, pour ne pas passer pour un grognon anti-BD, bien au contraire. Cependant, ici, ça m'arrive quelquefois de retenir mon souffle devant le succès que vous avez décrit et que je trouve mérité, que je vais démontrer mérité, de ces albums-là. D'abord, non, je ne me fâche pas des erreurs historiques. Non, c'est vrai que nous n'avons pas vaincu les Romains, nous n'avons pas résisté, comme le dit la bande dessinée, mais au contraire, ils nous ont écrasés jusqu'au dernier. Il y a une preuve d'ailleurs, ils nous ont imposé leur langue. Ils nous ont civilisés. Non, nous étions civilisés, ils nous ont imposé leur langue, exactement comme aujourd'hui les vainqueurs et les collabos de la guerre économique nous imposent l'anglais, ils nous ont imposé le latin, et la preuve c'est qu'il nous reste à peine 2 ou 3 dizaines de mots gaulois en dehors des mots de lieu et de géographie. Alors évidemment, ces albums sont des albums de revanche et de ressentiment, et le ressentiment, je le tiens un peu comme la peste de l'âme et la cause de
000 maladies psychiques. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais enfin bref, je voudrais sûrement, sur ces albums-là, souligner 3 choses dont vous devrez bien m'excuser. La première, et vous l'avez dit, dans les albums d'Astérix, tous, absolument, tous les problèmes se résolvent toujours à coups de poing. À coups de poing vainqueurs d'ailleurs de la part des Gaulois, comme si la force physique était une solution à tous les problèmes et à tous les maux. Eh bien, je dois dire qu'en réalité, le recours à la force physique et à elle seulement est un vrai signe de barbarie et de sauvagerie. Il est très dangereux de se laisser aller à la force pure, et Homo sapiens n'est devenu sapiens, c'était un homme, Savant. que lorsqu'il a remplacé la force pure par le droit. Et il se trouve, par malheur, que pour ce qui nous concerne, le droit nous est venu par le droit romain. Voilà. Absolument. Et la force pure, là, c'est quand même quelque chose qui me paraît un tout petit peu fasciste. Nous y reviendrons. Astérix Deuxièmement, fasciste. cette force sans pareille est le résultat, vous l'avez dit, de la potion magique. Et vous le savez, vous l'avez cité, l'indestructible Obélix doit cette invincibilité au fait qu'il est tombé dans le chaudron où on le préparait quand il était petit. Alors qu'Astérix est obligé d'en boire à chaque fois. Et cette potion magique, tout le monde la connaît, et les sportifs l'utilisent, cela s'appelle tout simplement la drogue. C'est-à-dire les courses, les sauts, les compétitions de tous ordres, la lutte, la boxe, etc. se gagnent à grands coups, non pas de points, mais de doses massives, dont les toxicomanes sportifs peuvent parfois mourir, et on a vu beaucoup de cas. Les albums d'Astérix, du coup, font l'éloge de la drogue. Prenez de la potion magique, c'est-à-dire de la drogue, avant toute épreuve, et vous serez assuré de l'emporter à coups de poing. Je ne suis pas complètement sûr que cet éloge-là soit vraiment pédagogique et juridiquement correct. Et donc, je ne laisserai peut-être pas traîner ces textes entre toutes les mains. Vous voyez, c'est-à-dire, l'éloge de la drogue, c'est quand même un peu dur, et cette drogue assure précisément la victoire par la force et par la force pure dont je viens de parler. Mais c'est la potion pour le bien quand même, Oui, ils ne font pas oui, le mal. Nous allons voir si c'est pour le bien. Vous allez voir le bien arriver avec un personnage nouveau, troisièmement, qui me paraît important, quoi qu'il parle peu, c'est celui du poète barde. Oui. Qui est un peu ridicule, vous voyez, qui chante peut-être faux d'ailleurs, qui tient un vague instrument de musique et qui versifie. Ben, je dois dire que son sort est assez tragique, parce qu'à la fin de chaque aventure, qui bien sûr se solde par un triomphe total, Et un grand banquet. historiquement faux, se solde évidemment par un banquet qui réunit tous les gens du village pour ce festin de fête, et là, le poète bâillonné se trouve plus ou moins pendu dans un arbre. Voici donc l'éloge de la force pure, c'est-à-dire de la brutalité, ensuite l'éloge de la drogue, de l'usage obligatoire de la drogue pour gagner, et maintenant le mépris forcené de la culture. Eh bien voilà, je crois qu'en effet, le succès que je vais analyser, le succès de ces albums décrivent assez bien la société que certains veulent nous imposer. C'est-à-dire, premièrement, la société qui fait la gloire des vainqueurs. Vous savez, les médias sportifs ne parlent jamais de sport, vous le savez. Ils parlent essentiellement des vainqueurs, c'est-à-dire d'une proportion de 1 pour 10 ou 100 000 de ceux qui pratiquent le sport, c'est-à-dire la foule des vaincus. Et voilà, ça c'est l'éloge des vainqueurs par la force pure. Deuxièmement, l'éloge de la drogue généralisée. Ça, nous l'avons dit dans une chronique concernant les prisons. Et la société, enfin, qui, à l'image de ses dirigeants d'entreprise ou politique, méprise la culture. Je dois dire que je ne connais pas de prisonnier ou d'otage qui ne se soit sauvé que par la culture, que parfois par la poésie ou par la musique. Et je veux dire publiquement, désormais, que l'image du poète pendu et bâillonné pendant les banquets de fête évoque irrésistiblement à mes yeux, à mes oreilles, la parole d'Hermann Göring, le général nazi. Quand j'entends parler de culture, je sors mon revolver. Alors, mettez ces albums entre toutes les mains, vous formerez des adeptes de la force pure, de la drogue et des ennemis de la culture. Bravo, c'est peut-être la meilleure des pédagogies. Vous êtes bien sévère, Michel. Là, non, vous je crois avez que détruit j'ai Astérix simplement en coupe réglée. décrit les 3 fêtes les plus essentielles et les plus pédagogiques de ces albums. Je vous écoute bien, mais alors est-ce qu'on ne va pas trouver ça dans tous les romans d'aventure et dans les Tintins et les Tintins Si au on les Congo, trouve, etc. c'est l'éloge du fascisme, c'est tout, et du nazisme, c'est tout. Et là, peut-être alors, ça serait contre-productif et contre-pédagogique. C'est cela même qu'il ne faut pas faire. Eh bien, nous dirons tout cela à Monsieur Uderzo. Michel Serres, merci. Est-ce que vous êtes inquiet pour la France, pour la langue française, pour l'art d'être français? Oui. Est-ce que vous êtes inquiet quand vous projetez tous ces mots que je viens de prononcer dans 10, 15, 40 ans? Je suis inquiet, oui. Je suis inquiet parce que je vois notre jeunesse devenir puritaine. Puritaine. Ah oui. C'est-à-dire, les Américains sont puritains. Et puritains pour le sexe, pour le rapport entre les sexes, etc. Et toutes les controverses aujourd'hui sentent très fort le puritanisme américain. Et ça,
nous avions quand même autre chose comme culture, vous voyez. Il y avait une culture un peu plus décontractée. Le rapport entre hommes et femmes était, au fond, gouverné par ce qu'on appelle la cour, faire la cour gentiment, etc. On devient puritain. Donc, et c'est emmerdant comme la pluie. Ouais. Mais bien sûr. Vous trouvez que c'est une époque où on s'ennuie? C'est notre époque, là. Non, mais ça fait vieillir le puritanisme. Oui. Ça fait très 19e siècle encore, vous voyez. Oui. Et ça, on le ressent beaucoup aux États-Unis. Et aujourd'hui, C'est en des France, vous puritains. commencez à le sentir, J'ai dans peur, la jeunesse. J'ai peur. Essayez de rester vraiment français. Oui, parce que ce que j'ai dit du puritanisme est très général maintenant. On a l'impression qu'on perd peu à peu ce que vous cherchez dans votre émission. Ce que vous cherchez dans votre émission, et vous avez raison de le chercher et d'essayer de le trouver, c'est ça justement, l'art d'être français. Voyez, et de le perdre, ça serait perdre complètement notre identité. Complètement. Qui va gagner, la gauche ou la droite? Qui va gagner aux élections municipales ou aux présidentielles? Qui va gagner en football? Qui va gagner Toto ou Lulu dans la Star Academy? Qui va gagner? Et tout d'un coup, la société du spectacle global, qui a envahi la totalité de la société aujourd'hui, est intoxiquée. C'est nous qui sommes drogués. C'est plus les joueurs. C'est plus les footballeurs ou les rugbymen qui sont drogués, c'est nous que l'on drogue en nous mettant tout le temps la pression sur la question qui va gagner. Le suspense du sport a envahi la société. Avant, on se disait le sport est un modèle réduit de la société, et maintenant je vois que la société est un modèle réduit du sport. C'est-à-dire que la société ne fait plus que poser cette question. Et voilà, mais cette question m'emmerde. C'est-à-dire, je voudrais, moi, que les gens se dédroguent de la question qui va gagner, c'est-à-dire, chers téléspectateurs, voilà, je vais vous dire, dès que quelqu'un vous persuade de l'intérêt de la question qui va gagner, foutez le camp. C'est-à-dire, ne vous intéressez plus du tout à quelque événement où on vous pose la question qui va gagner. Voilà, qui va gagner, c'est la drogue moderne. Mais comme vous l'avez dit, elle n'est pas simplement liée au sport. Ah non, non. Elle envahit la totalité. Envahi la société. Donc il faut se mettre en congé de la société. Non, il faut se mettre en congé de la question qui va gagner. Voilà, c'est-à-dire les vrais problèmes économiques, les vrais problèmes sociaux, les vrais problèmes, etc., politiques même, se posent toujours en dehors de la question qui va gagner. Or, aujourd'hui, on recouvre tous les problèmes de la question qui va gagner. Il y a un mot que j'adore et qui est toujours le même depuis que le monde est monde, c'est le mot amour, tout simplement. On voit très bien comment on pourrait, à la rigueur, préparer génétiquement quelqu'un pour être un champion, un peu comme on prépare génétiquement pour être un homme ou une femme, etc. Je fais de la science-fiction ici, bien entendu, mais on ne voit pas pourquoi à un certain moment cela ne serait pas possible. Ou alors d'avoir des genoux en argent, ou d'avoir des hanches en matière plastique, etc. Augmenter de 3 coudées sa taille, etc. Ou, de la même façon qu'on agit sur les muscles, pourquoi à un moment on n'agirait pas sur le squelette, sur la circulation du sang, etc. Et toute la question là, de la limite, va être résolue, à mon avis, demain, par une sorte d'équilibration entre ce que nous disons maintenant et ce que nous avons dit tout à l'heure. Est-ce que la société aura la sagesse ou la folie de choisir entre cette technicisation du corps d'une part, ou d'autre part, la drogue qui va gagner? C'est-à-dire, si on est emporté, comme par un tsunami, par l'intoxication de la question qui va gagner, alors nous irons tout à fait au bout dans la question de la limite. C'est-à-dire, puisque nous voudrons toujours répondre à la question qui va gagner, alors on laissera les gens faire toutes sortes d'interventions sur le corps sportif. Si au contraire, on est un peu apaisé sur la question qui va gagner, alors on peut imaginer un sport tout autre où il n'y ait plus la confrontation, où il n'y ait plus la question qui va gagner, etc. Mais ce sport-là, il existe déjà, puisque quand même un très grand nombre parmi nous pratiquons, puisque j'en suis, je le mets aux premières personnes du pluriel, pratiquons des sports sans aucun souci de performance, de confrontation, de gain ou de perte, de victoire ou de défaite. Mais la société n'en est pas là, puisque précisément, je vous dis,
Et je vous disais tout à l'heure que toute la société était envahie par la question qui va gagner. Alors, il va y avoir un équilibre assez décisif à un moment qui me paraît être un équilibre moral, culturel, de civilisation, de folie en quelque sorte, entre est-ce qu'on va garder cette intoxication-là, et dans ce cas-là, alors oui, on fera de l'homme un homme biotechnique, si vous voulez, et lui dépassera toutes les limites possibles. Ça dépendra évidemment de l'intelligence du généticien, du chirurgien, bref, de celui qui implantera les outils dans le corps. Comme si ce que j'appelais autrefois l'exodarwinisme, c'est-à-dire les techniques qui sont sorties du corps, allaient tout d'un coup y rentrer. Le corps perd. Oui, c'est ça. Et alors maintenant, le corps va gagner ce qu'il a perdu. Vous voyez, et pourquoi pas? On peut penser que pour les maladies, ça aura lieu. On peut penser que pour les espèces animales, ça aura lieu. Pourquoi ça n'aurait pas lieu pour le sport? Je crains que ça ait lieu et que la drogue qui va gagner soit... Excusez-moi. J'ai envie vraiment maintenant de définir la guerre autrement de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Le qu'il mourut du vieil Horace est un aveu parmi les aveux les plus abominables de l'histoire. Parce que, au fond, qu'est-ce que c'est que la guerre? Essayons d'y réfléchir un peu. Voyons, nous avons défini tout à l'heure la guerre comme une soustraction de victimes. Mais cette soustraction, elle amène au feu qui? Des jeunes gens de 20 à 30 ans, n'est-ce pas? Mais qui le décide, cette soustraction? L'arbitre. Mais qui c'est l'arbitre? C'est le roi. Quel âge il a, le roi? Il a l'âge du vieil Horace, n'est-ce pas? Et par conséquent, qu'est-ce que c'est que la guerre? C'est un accord contractuel entre deux vieillards cruels et abominables qui, d'un côté et de l'autre du Rhin, ont décidé de tuer leur propre fils. Qu'est-ce que la guerre? C'est le meurtre des enfants. Et ce qui me paraît les plus curieux, pardon à tous les psys qui sont dans la salle, c'est que on a défini dans les amphithéâtres depuis déjà des dizaines d'années le meurtre du père... alors que nous sortions de guerres comme celle de 14 et de celle de 39, où il y a eu des centaines de millions de morts qui étaient tous des fils. C'est étrange, n'est-ce pas, qu'on enseigne dans les amphithéâtres exactement le contraire de ce qu'on voit dans les champs d'épandage et les grands cimetières sous la lune. Qu'est-ce que la guerre? C'est le meurtre des fils par centaines de millions. Je ne crois plus au meurtre du père. Alors il est vrai qu'en effet, on enseigne à peu près partout le même type de savoir. Les mathématiques sont vraiment universelles, la physique de Newton aussi, et c'est un peu partout que je vais tenter d'enseigner la philosophie française, la culture française, la poésie, etc. C'est un peu universel. Mais il est impossible d'enseigner dans le même rythme, avec les mêmes gestes, avec les mêmes paroles, avec les mêmes tonalités, avec les mêmes intentions, si vous changez de lieu. Par conséquent, c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, avec tous les voyages que nous faisons, tout le monde croit qu'il va y avoir obligatoirement une sorte d'homogénéisation globale de cette affaire-là. Mais non, nous inventons sans arrêt de la différence. Nous inventons sans arrêt de la différence. Tous les jours, les familles, les collectivités, etc., inventent des manières d'être soi-même, des manières d'être individués, etc. Et par conséquent, je ne crois pas que nous risquions beaucoup. Il y a des homogénéités dramatiques. C'est vrai que quand on fait coast to coast en Amérique, il y a toujours les mêmes enseignes, les mêmes publicités, etc. Oui, c'est vrai que ça, c'est assez dramatique, ça pollue notre perception. Mais je crois que la différence est toujours en train de se reconstituer. Je vais prendre un exemple. Vous croyez que nous allons tous parler anglais, mais c'est pas vrai. Regardez par exemple ce qui est passé pour le latin. Le latin a été complètement répandu sur une surface européenne considérable, disons, de l'extrémité de l'Écosse jusqu'au sud du Maroc et de la Perse à l'île d'Ouessant. Et bien, le résultat, c'est qu'en très très peu de temps, c'est devenu du portugais, du français, et encore du français de Languedoc et Languedoil, et encore de Languedoc, du gascon et de l'occitan, etc. Donc, aussitôt, la différence s'est faite. Il y a eu du roumain, il y a eu de l'italien, et encore de l'italien, il y avait du toscan, etc. Vous voyez. Donc, la différence se refait tout de suite.
Et je crois que ça c'est extrêmement dangereux, parce que si ceux qui ont beaucoup de pouvoir ne se rendent plus compte qu'ils sont de la même espèce que ceux qui n'ont à peu près rien, eh bien je crois qu'il n'y a rien qui soit plus néfaste pour une société. Ça ne crée pas de la richesse, ça défait une société. Une minute, il a raison de dire de la même espèce, et c'est ça que veut dire l'homme est un loup pour l'homme. L'idée de Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, ne veut pas dire que l'homme est dangereux comme un loup. Ça veut dire, non, pas du tout. Ça veut dire que chaque homme considère que l'autre est d'une autre espèce. Et vous avez mis le doigt là-dessus. En effet, lorsqu'il y a une inégalité telle, ce n'est pas une inégalité quantitative, c'est une inégalité d'espèce, de nature. Oui. Et donc c'est ça la vraie question, c'est de changer d'espèce. Et l'homme est un loup pour l'homme, ça veut dire ça, et non pas que l'homme est cruel, c'est pas vrai. La classe dominante a toujours parlé une autre langue que la langue dominée. Il y a toujours un décalage, vous voyez. Et alors pour garder une sorte de prééminence, eh bien voilà, les publicitaires, les commerçants, etc. parlent anglais. Enfin, ils ne parlent pas anglais, vous savez, ils parlent globish. Est-ce que ça veut dire simplement qu'on est un peu décalé par rapport aux habitudes usuelles. Et je dis à un certain moment, par exemple, que toute invention est une désobéissance. Mais ça ne veut pas dire que toute désobéissance est une invention. Ça serait trop beau. C'est-à-dire, quand on a un peu le sens de l'humour ou un peu de l'ironie, etc., on bénéficie d'une sorte de décalage, si bien qu'on voit le réel ou ce qui passe autour de nous de manière un peu oblique. Pas de manière convenue, pas de manière absolument connue de toutes les institutions ou des habitudes sociales, mais un peu originale. Vous voyez ? Et c'est cette originalité qui est très importante. Et l'espièglerie, c'est un peu ça. C'est un peu l'addition, si vous voulez, entre le rire et l'originalité. I give to America a sort of example of a model of French common person. L'école n'a plus le monopole de la transmission. Vous pouvez toujours réformer l'école, mais comme elle n'a que 10% d'efficacité dans cette affaire, ça ne sert à rien. Au moment où sont arrivées les nouvelles technologies, avant cette arrivée, quand je rentrais dans mon amphi, j'étais certain que les gens qui étaient dans l'amphithéâtre ne savaient pas ce que j'allais dire. Tandis qu'aujourd'hui, il suffit de prendre le sujet du cours et de taper sur Wikipédia pour être un peu au courant de ce qui va se passer. Par conséquent, le professeur avant avait à la fois le rôle de faire passer, 1, l'information, et 2, le savoir et la connaissance. Et aujourd'hui, son rôle est un peu différent. C'est-à-dire il faut qu'il transforme l'information en connaissance. Donc son rôle est plus raffiné, plus intéressant et certainement plus efficace. D'abord, la fracture numérique, c'est un peu rigolo. Je vais vous dire quelle est la vraie fracture. Lorsque les langues sont devenues des langues écrites, au moment où on a inventé l'écriture, c'est-à-dire au début de l'histoire, est-ce que vous savez, cher ami, que moins de 20% des langues dans le monde sont des langues écrites? Et par conséquent, quand nos ancêtres ont décidé que l'histoire a commencé avec l'écriture, ils ont fait une sorte de décision raciste qui a expulsé de l'histoire les 80% de langues non écrites. Donc la fracture là a commencé là. La fracture numérique à côté de ça, c'est rien du tout. D'après vous, le savoir est un pouvoir. Il faut vraiment aujourd'hui développer le savoir pour redonner du pouvoir à toute une frange de population qui ne l'a pas? Je ne suis pas sûr que le savoir soit un pouvoir. Ça, c'est un cliché qui date d'il y a environ 50 ans. Je crois savoir beaucoup de choses. Écoutez, je n'ai jamais eu le pouvoir. Je l'ai toujours refusé. Je suis plutôt un homme de savoir, je ne suis pas un homme de pouvoir. À peu près tous les hommes de pouvoir que je connais sont des ignorantins sublimes, n'est-ce pas? Que le savoir contribue au pouvoir, certainement, au pouvoir technologique, au pouvoir financier parfois, mais qu'essentiellement il soit un pouvoir au sens politique ou humain qu'on donne à ce mot, je ne le crois pas vraiment. Je crois que le savoir est un contre-pouvoir à la rigueur, peut-être, mais pas plus que ça. En tout cas, c'est-à-dire que l'autorité, ça se conquiert. Regardez les niches qui se trouvent à l'hôtel de ville de Paris ou à Saint-Pierre de Rome.
Oui. Il y a une niche avec la personne. La personne, il a de l'autorité parce qu'il a une niche, c'est-à-dire une place dans la société. Voilà des sociétés bien structurées, à l'intérieur duquel il y a des niches, et parce que vous êtes dans une niche, vous avez une autorité. C'est-à-dire vous avez une autorité par l'institution qui vous a mis dans la niche, même si vous êtes un imbécile, puisque vous êtes là, consacré. Ben, il se trouve que maintenant, le tableau est un peu plus chaotique, puisque la société n'a plus des niches vraiment bien déterminées. Et du coup, en effet, cette autorité est en train de branler, est en train de se reconstituer. Et dans des moments d'évolution pareils, eh bien, je crois que si vous en voulez l'autorité, ben vous n'avez qu'à vous la construire. Vous n'avez qu'à vous prendre par la main et l'inventer. Et l'inventer. Vous voulez de l'autorité, inventez-la. Moi, je n'en veux pas, ça m'est égal. Mais si vous ne l'inventez pas, vous n'en aurez pas. Parce que personne autour de vous ne vous la reconnaîtra sous le prétexte que vous appartenez à telle institution, puisque les institutions en question sont en train de s'effondrer. Par conséquent, aujourd'hui, c'est à vous de jouer. Si vous en voulez, ben voilà, inventez-la. Mais dès lors que vous l'aurez inventée, ben vous serez augmenté vous-même, et peut-être vous avez des chances d'augmenter autrui. Donc, une période d'invention. On est dans une période d'intuition et de nouveauté. Voilà. Demain, eh bien, l'autorité ne sera pas ce qu'elle a été. Chaque fois que vous m'interrogez, j'ai toujours le mot élégant à la bouche. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la France, c'est l'élégance? C'est le premier mot qui viendrait? Oui, je crois. What kind of future do you see for the humanities in this environment? Death. Maybe. Nobody now knows Latin language, Greek language, Christianism, biblical studies, and so on. I think that humanism is in a very bad status now. Petit village français aujourd'hui. Oui. Vous avez le petit café du village qui propose un happy hour. Ah, je suis content que vous preniez cet exemple-là. Ah ouais? Je l'aurais pris tout seul même, vous savez. Pourquoi? Parce que l'ignorance du français fait que ces bistrots-là ont raté un coup de poésie extraordinaire. Lequel? Heures heureuses. Heures heureuses. C'est une oui, heures heureuses. C'est très beau, effectivement. Comment se fait-il? Et c'est beaucoup plus beau que happy hour. Et oui, ça fait 2 à moi. Tandis que heures heureuses, vous me dites, qu'est-ce que c'est que le monde en français? C'est aussi cette oreille-là. C'est de dire heure heureuse plutôt que happy. Heures heureuses. Heures heureuses de faire. C'est magnifique.